Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. la vengeance et la haine? Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à cette 64e édition de Pourquoi tant de haine? Paul Verbeek à l'antenne de RFM. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Jérôme Alzan pour la sortie de son nouveau livre « Comprendre le pétrole, énergie fossile, énergie abiotique », disponible aux éditions Contre-Culture. Ce livre sort dans la série des « Comprendre », dont le premier volet a été inauguré par Youssef Indy. Jérôme Alzan, vous êtes docteur en physique. Vous avez été chercheur dans différents organismes scientifiques parisiens ainsi qu'en Irlande. Vous avez déjà publié aux éditions Contre-Culture « Mythes et réalités de la science ». Pour commencer, bonjour. Bonjour. Et pour introduire notre sujet, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il vous a paru important de rédiger un ouvrage sur la question du pétrole? Bon, la genèse du livre, en fait, ça vient d'un camarade, qui est ici présent d'ailleurs, qui m'avait envoyé il y a 6 ou 7 ans un document d'origine russe d'ailleurs, traduit en anglais, qui était une espèce de synthèse des différents travaux faits par les soviétiques, et quelques américains d'ailleurs aussi, sur le pétrole abiotique. Alors je dois avouer qu'au départ, quand j'ai lu ce document que ce camarade m'avait donné, j'étais un peu sceptique. Et puis j'ai commencé à creuser la piste, j'en ai parlé à différents autres camarades, et le sujet a enthousiasmé Alain. Donc j'ai commencé à me documenter là-dessus et j'ai acheté un livre qui est ici devant mes yeux, écrit en anglais par un Américain, parce que moi je lis pas le russe, donc la littérature soviétique c'était difficile, elle est souvent peu traduite. Donc j'ai pris ce bouquin qui d'ailleurs parle aussi de la théorie russe, russo-ukrainienne, on dit russo-ukrainienne aussi. Et donc je me suis lancé sur ce sujet et petit à petit j'avoue que j'ai été convaincu par cette thèse non fossile du pétrole, et j'ai trouvé que c'était un sujet assez typique de la façon dont fonctionne la science dans le monde occidental, c'est-à-dire c'est un conformisme permanent et on remet jamais en question les théories présentées comme définitives. Donc c'est vraiment l'origine de ce livre, c'est ça. Donc l'élément déclencheur, c'est cette découverte par un camarade d'un ouvrage, un samizdat, on peut dire, de la pensée scientifique, mais qui cette fois-ci venait de l'Est vers l'Ouest. Tout à fait. Alors, afin de poser les bases de cet entretien, peut-être que vous pouvez nous rappeler la distinction et la définition donc, pour bien distinguer les énergies fossiles des énergies abiotiques. Alors, c'est simple en réalité. Globalement, la théorie fossile repose sur la préexistence de la vie par rapport aux hydrocarbures. En gros, la thèse fossile, c'est que petit à petit, la vie s'est développée sur Terre, la végétation, les animaux terrestres, et ainsi de suite, les poissons aussi d'ailleurs. Et que, à leur mort, ces éléments, cette matière biologique, se décompose progressivement sous l'effet de l'enfouissement par la sédimentation, la roche qui s'enfouit sous terre, et que sous l'effet de la pression et de la température, à cause de l'enfouissement, cette matière biologique se dégrade en hydrocarbures et d'autres composés. Donc en fait, dans la théorie fossile, la vie précède les hydrocarbures. Dans la théorie abiotique, c'est exactement l'inverse. La théorie abiotique, alors les théories abiotiques, parce qu'il y a la théorie américaine et la théorie russo-ukrainienne. Dans la théorie abiotique, l'idée fondamentale, c'est exactement l'inverse, c'est que en fait, le pétrole précède l'existence de la vie et la vie, quelque part, a émergé grâce à la présence de pétrole. C'est-à-dire les premiers organismes vivants se nourrissaient de pétrole, et on y reviendra après. C'est pas des organismes qui vivent en surface. Donc en fait, la distinction, c'est ça. Dans la théorie fossile, la vie précède le pétrole. Dans la théorie abiotique, c'est l'inverse. D'où le nom abiotique. Voilà, exactement. Privé du pétrole, privé de la vie. Ouais. D'accord.
C'est important de rappeler ça parce que sinon on est un petit peu perdu, je dois dire. Est-ce qu'il y a eu la moindre publication déjà en langue française sur ce sujet? Alors à ma connaissance, non. D'ailleurs, j'étais un peu surpris quand j'ai commencé à fouiller un petit peu sur Internet, entre autres. Évidemment, si vous tapez origine du pétrole dans Google, toutes les premières occurrences, l'immense majorité des premières occurrences concernent la théorie fossile qui est enseignée à l'école. D'ailleurs, j'ai une remarque à faire là-dessus. Quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde a entendu parler de la théorie fossile à l'école? Je crois que c'est enseigné au collège, au niveau 5e ou 6e, je ne sais plus. Et donc, en fait, quand on rentre dans ce genre de sujet, on roule quelque part face au vent. Parce qu'en fait, quand vous apprenez quelque chose jeune, c'est très difficile de s'en extraire. Et il y a beaucoup d'exemples de ça. Exactement. Bon, il y a moult exemples, pas que dans le domaine scientifique d'ailleurs. Et donc, c'est très difficile de s'en défaire. Et donc, bon, alors, pour revenir à votre question, non, il n'y a pas d'ouvrage en français là-dessus. Il y a des ouvrages russes, des articles russes, un peu traduits en anglais, mais peu. Et des articles américains en langue anglaise, pas qu'américains d'ailleurs, il y a aussi des Suédois qui travaillent là-dessus, toujours d'ailleurs actuellement. J'étais surpris en fouillant là dans la littérature, même dans des revues prestigieuses comme Science ou Nature, des grosses revues qu'on peut pas considérer comme des revues complotistes, donc un peu tout à fait officielles. La thèse, alors c'est discuté, la thèse abiotique elle est discutée, mais en français non, je n'ai rien trouvé là-dessus. Et donc, en fait, c'était ça un peu la difficulté de l'écriture de cet ouvrage, c'était de récolter le maximum de documentation, pas que des Russes, parce que, bon, ou des Ukrainiens, parce que en fait, c'est une théorie soviétique, c'est pas une théorie russe, c'est une théorie soviétique à l'époque, et qui date des années 50, en gros, et qui a été reprise par un Américain qui s'appelle Thomas Gold. Alors, Thomas Gold, c'est un astronome de formation. Et le point important, c'est que c'est une autorité respectée dans son domaine, et un physicien astronome, et un esprit très original. D'ailleurs, ici, j'ai quelques références quand son bouquin est sorti en 1990, comme quoi c'était un bouquin tout à fait révolutionnaire. Alors, c'est en 90, c'était un bouquin. Il y a Nature qui dit que c'est un livre à lire. Le Wall Street Journal qui s'était enthousiasmé pour cet ouvrage d'Américain. Et Thomas Gold, donc, lui, a commencé à travailler là-dessus. Alors, c'est une autorité respectée, et c'est aussi un esprit, un maverick, on dit en anglais, c'est un rebelle, un petit peu, quelque part. Mais c'est pas un maboule, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a fait carrière dans le monde académique et qui est très respecté, et qui a toujours été intéressé par les sujets comme ça, un petit peu à la marge. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a commencé à travailler là-dessus, il s'est dit, mais tiens, c'est bizarre, il y a des failles dans la théorie fossile et personne ne la discute. Et donc, le fait qu'il ait eu une carrière comme astronome et physicien respecté, ça a donné du crédit à cet ouvrage. Parce qu'en fait, si un outsider, pour parler en mauvais français, quelqu'un qui est hors système publie un livre là-dessus, il sera moins perçu comme quelque chose de qualité. Non, mais en fait, je pense qu'on aimerait bien vous entendre développer les différentes théories abiotiques, la variante américaine et la variante Alors, grosso modo, il n'y a pas de grosse différence. Disons que dans la théorie américaine, le pétrole est d'emblée présent dans la Terre au niveau de sa formation. Il y a 4,5 ou 4,6 milliards d'années, donc il est d'emblée déjà présent. Et dans la théorie russo-ukrainienne, il est déjà d'emblée présent, mais en plus, les conditions dans le manteau terrestre, donc sous la croûte terrestre, environ une centaine de kilomètres sous la surface, permettent de renouveler le stock. C'est-à-dire qu'en fait, dans les deux théories, de toute façon, l'existence du pétrole a très grande profondeur, bien plus profond que là où on fort maintenant. Parce que là, aujourd'hui, on fort jusqu'à 5 000, 6 000 mètres. Mais dans les deux théories, de toute façon, le pétrole existe à des couches bien plus profondes. D'accord ? Dans la théorie américaine, l'hydrocarbure est déjà présent nativement, dès la formation de la planète. Tandis que dans la théorie russe, les deux ne s'excluent pas d'ailleurs. La théorie russe dit qu'il y a un autre mécanisme possible, c'est que les hydrocarbures sont synthétisés en permanence
dans le manteau terrestre à grande profondeur. C'est une très légère différence, mais dans tous les cas, dans les deux théories, il existe du pétrole à des profondeurs bien plus grandes que celles qu'on foire actuellement. C'est ça la différence. Et il y a des incidences aussi quant à la théorie de l'évolution. Oui, alors ça, c'est un point très, très important, puisque tout à l'heure, on a parlé de la différence fondamentale entre la théorie fossile et la théorie abiotique. Dans la théorie fossile, on a dit tout à l'heure, la vie précède les hydrocarbures, c'est la décomposition des matières biologiques mortes qui, petit à petit, sous le processus d'enfouissement et de sédimentation, produit le liquide précieux. Dans la théorie de Gold, et là, je vais introduire 3 points. Dans la théorie de Thomas Gold, donc ce fameux américain, donc dans la théorie abiotique, de toute façon aussi, la vie est une conséquence de la présence des hydrocarbures. Alors, on sait tous que la vie existe en surface, les plantes, les animaux terrestres, et ainsi de suite. Donc là, si on suit, quand on suit la théorie fossile, donc la vie en surface, la vie en surface, dépend d'une part de la présence d'oxygène dans l'atmosphère. 20% de l'atmosphère terrestre, c'est du dioxygène, et d'une source d'énergie, parce qu'il faut de l'oxygène et de l'énergie, et l'énergie, d'où vient-elle, celle qui alimente la vie? Elle vient du soleil. Puisqu'en fait, c'est grâce au mécanisme de la photosynthèse, les plantes peuvent se développer, et avec les plantes, des animaux terrestres peuvent ensuite manger ces plantes, et ainsi de suite. Donc, fondamentalement, la vie en surface dépend de l'oxygène présent dans l'atmosphère, et la source d'énergie provient du soleil. Et ensuite, alors là, je voudrais faire une remarque, c'est que il y a un point très important. En 1977, il y a une expédition sous-marine américaine qui a exploré les profondeurs abyssales à 6000 ou 6000 mètres, 6000 et 7000 mètres. Et c'était une grande surprise pour l'époque. On a découvert des formes de vie, là où il n'y a pas de lumière, à 6000, 7000 mètres, des formes de vie au niveau des monts hydrothermaux, qui sont donc au niveau des failles océaniques, sur les dorsales, sur les épines dorsales, au fond des océans, donc dans les abysses. On a découvert donc qu'au niveau de ces monts hydrothermaux, des formes de vie existaient, et des formes de vie luxuriantes, proliférantes, donc des animaux, des grandes plantes de plusieurs mètres de long. Et ça, c'était totalement inattendu. Totalement inattendu, ça a été une grande surprise. C'est pour ça qu'en fait, j'ai conclu, alors je vais revenir à mon point, mais j'ai conclu mon ouvrage comme quoi il ne faut jamais prendre les choses comme acquises, parce que 77, c'était il y a 50 ans seulement. Donc je reviens à mon sujet. 46 ans exactement. 46 ans exactement. Donc je reviens à mon sujet. On a découvert des formes de vie totalement imprévues dans des zones qu'on supposait hostiles à la vie. Et la question s'est posée de savoir quel était le métabolisme, comment pouvaient vivre ces espèces, ces plantes, ces animaux, des mollusques, des moules, et ainsi de suite, à très grande profondeur. Bon, c'est clair qu'il n'y a pas de lumière qui arrive à cette profondeur-là, donc ça peut pas dépendre, la source d'énergie ne peut pas dépendre du soleil. Par contre, pour l'oxygène, c'est pas très grave, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait de l'énergie et de l'oxygène. Pour l'oxygène, c'est pas très grave, parce qu'il y a une partie de l'oxygène présent dans l'atmosphère qui est dissous dans les océans. Donc, au niveau de ces monts hydrothermaux, donc à très grande profondeur dans les océans, existent des formes de vie qui dépendent pour la source d'oxygène, de l'oxygène dissous dans l'atmosphère. Par contre, c'est posé la question de la source d'énergie. D'accord ? Et donc, en fait, on s'est aperçu que certains de ces organismes, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle, vous savez, quand ces organismes dépendent d'un autre organisme, ça s'appelle symbiose. La symbiose, oui. On a découvert que tout l'écosystème des monts hydrothermaux dépendait de micro-organismes qui, eux, s'alimentaient de méthane. Donc, la forme la plus simple d'hydrocarbures. Ok, donc ça, c'est pour la forme de vie au fond des océans. Donc, on revient en surface. L'énergie provient du soleil, tandis que l'oxygène provient du gaz présent dans l'atmosphère. Ça, c'est clair. Au niveau des fonds abyssaux, l'énergie provient donc des hydrocarbures, en partie, pas tout, mais en partie, globalement. Disons que c'est le point de départ de la chaîne alimentaire dans ces fonds, au niveau de ces plaines abyssales. Et l'oxygène provient lui-même de l'atmosphère.
Et ensuite, l'hypothèse qui a été faite par Thomas Gold, parce que là, c'est vraiment lui, il dit, lui, que, en fin de compte, si on va encore plus bas, en dessous, dans le manteau terrestre, d'accord ? Supposons qu'il existe, on va supposer qu'il existe des formes de vie, donc comment vont-elles pouvoir vivre, hein ? On a vu qu'en surface, c'était le soleil plus l'oxygène gazeux. Au mont hydrothermo, on a vu que c'était l'oxygène dissous, donc qui vient de la surface, et le méthane comme source d'énergie. Et lui, ce qu'il a dit, c'est finalement, si on va encore plus bas, on pourrait peut-être avoir des formes de vie qui, elles, vont dépendre des hydrocarbures comme source d'énergie, mais là, il faut une source d'oxygène. Et il se trouve qu'il existe de l'oxygène sous forme liée aux roches dans les profondeurs. Donc ça, c'était une hypothèse assez audacieuse, et il faut reconnaître que c'est vraiment très audacieux. Et il se trouve que très récemment, hein, depuis 2010 à peu près, on a découvert des formes de vie dites intraterrestres. Donc toute la question se pose de savoir quelle est la source d'énergie et quelle est la source d'oxygène. Donc ça, on l'a constaté. Et donc ça alimente vraiment la théorie de la vie intraterrestre. Et la vie intraterrestre, et donc si cette vie a pu se développer, c'est qu'elle avait donc une source d'énergie, et que la source d'énergie était déjà avant la vie, et donc là c'était les hydrocarbures. Dans mon livre, j'introduis le terme de frontière, parce que c'est le terme qui a été utilisé. En fait, il faut comprendre qu'à la fin, il y a deux biosphères. La biosphère de surface, c'est nous. La biosphère intraterrestre, qui ne dépend pas de la composition de l'atmosphère, ni des flux du rayonnement solaire. Et à la frontière, c'est les monts hydrothermaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc à la frontière, donc au niveau des monts hydrothermaux, quelque part, c'est la frontière entre deux biosphères totalement déconnectées. Donc c'est pas un voyage au centre de la Terre, mais un voyage à la frontière. D'ailleurs, ça va même plus loin que ça, parce que lui, il dit que finalement, la vie intraterrestre, elle serait probablement présente dans pratiquement toutes les planètes du système solaire. Sauf les géantes gazeuses, mais ça c'est autre chose. Les telluriques, les Mars, et Vénus et Mercure. Mais on ne va pas rentrer c'est un autre sujet. Un autre aspect, donc c'est pas seulement les incidences sur la théorie de l'évolution, c'est la nécessité de recourir à la fois effectivement à la physique, à la chimie, à des connaissances aussi avancées en biologie. Néanmoins, pour lire ce livre, votre livre, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un bagage conséquent dans ces disciplines ? Alors non, parce que j'ai fait en sorte que le livre soit autonome en lui-même. Je pense que c'est la raison d'être de les comprendre. Donc il y a une introduction générale qui présente ce que je viens de dire. Il y a ensuite un petit chapitre, j'aime bien faire ça dans mon précédent livre, il y avait ça aussi, où il y a des questions de dimension, qu'est-ce que c'est que l'énergie, la puissance, les unités, ainsi de suite. C'est pour... j'ai introduit la notion de baril, enfin la définition du baril, la notion de joule, de watt, de kilowattheure, et ainsi de suite. Et il y a ensuite une troisième partie qui est consacrée à des éléments de biologie, de chimie et de géologie qui permettent de rendre le livre autonome. D'ailleurs, je remercie au passage la correctrice Anne Duquesne qui a fait un énorme travail de correction et de reformulation, parce que je dois reconnaître que je n'ai pas l'écriture facile. Et donc, elle a une formation scientifique, hein, Anne Duquesne, mais on a fait en sorte que le bouquin soit totalement autonome, qu'un lecteur intéressé par la question puisse l'aborder de façon sereine. Ouais. Je peux confirmer que les chapitres introductifs qui présentent ces éléments nécessaires pour la compréhension de la suite sont d'une clarté exemplaire. C'est vraiment le cas. Un autre point qui nous intéresse, c'est comment, finalement, dans l'histoire de la science, est née et s'est imposée la théorie des énergies fossiles. Je pense que c'est un peu le résultat d'un hasard, en réalité. Bon, en fait, faudrait faire au départ, en fait, personne ne sait. Une fois qu'on a découvert le pétrole en 1890, je ne me rappelle plus d'ailleurs, un petit peu avant, 1850, un petit peu, ouais. Donc la question s'est rapidement posée de l'origine des hydrocarbures liquides. Hein. Alors, en fait, il y a eu plusieurs hypothèses, mais c'était des hypothèses un peu pré-scientifiques, parce que quelque part, la science moderne, ça naît au 18e, 19e siècle. Donc, au départ, en fait, on ne s'est pas trop posé la question, on a exploité. Et puis, en fait, la question s'est posée de savoir où fallait forer pour trouver du pétrole. Donc, on a constaté que dans les roches sédimentaires, là où il y a du matériel biologique, il y en avait.
Donc quelque part, c'était facile. En plus, il était en zone peu profonde. Donc c'était quelque part, on a foré là où c'était facile de trouver. Et donc on n'a pas cherché à avoir d'autres explications. Donc petit à petit, la théorie fossile s'est installée parce que c'était là où on trouvait le plus facilement, avec les technologies de l'époque. Et puis, avec l'évolution sur les 50 dernières années du monde académique, j'en ai parlé dans mon précédent livre, d'ailleurs, c'est le conformisme qui s'installe petit à petit dans ces grands organismes de recherche qui sont très politisés d'ailleurs. Hein, et donc, où il y a des mécanismes, l'hypercompétition, l'hyperspécialisation, plus les modes de financement, on doit en permanence... donner des gages par rapport à ce qu'on a trouvé. C'est que finalement, on a abouti à une forme de conformisme où toutes les thèses alternatives ne sont plus discutées et donc même deviennent hérétiques. Les thèses deviennent hérétiques. Et j'ai un exemple typique, c'est celui de la tectonique des plaques. Tout le monde entend parler de la dérive des continents, vous savez, qui était une thèse qui a été proposée par un Allemand, je ne me rappelle plus du nom du gars d'ailleurs, Wegener ou je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Et c'était une thèse qui était moquée pendant longtemps. Vous savez, quand on regarde une carte du monde, on voit bien que la côte américaine ressemble un petit peu à la côte européenne, à la côte africaine. On aurait pu... Alors à l'époque, on pouvait se dire, mais c'est simplement parce qu'il y a un trou entre les deux, il y a de l'eau qui remplit. Et donc la théorie de la dérive des continents était longtemps moquée, puis finalement, c'est devenu la théorie qui s'est installée petit à petit. Elle a été prouvée. Et là, en fait, pour le pétrole, ce qui s'est passé, c'est que la théorie fossile, elle n'a pas été discutée, justement, et parce qu'elle s'est imposée trop rapidement, peut-être. Et quiconque, aujourd'hui, je pense, voudrait s'attaquer à ce thème-là, je parle en France, parce qu'aux États-Unis, ça a été fait, hein, par le fameux Thomas Gold, dont je parlais tout à l'heure, quelque part, subirait les foudres presque de la censure d'ailleurs, hein, oui. Ou alors, si un jeune débute dans une carrière une carrière de géologue, il n'a pas intérêt à commencer à avancer des idées qui seraient considérées comme saugrenues, en fait. Donc en fait, c'est une histoire de conformisme. Et d'ailleurs, c'est pas typique de la science. Je crois qu'on peut retrouver cette forme de conformisme dans les sociétés occidentales, dans pratiquement tous les domaines. Et est-ce que la Standard Oil et les organismes financés par Rockefeller ont un rôle dans la stérilisation de la recherche ou dans son orientation dans un sens ou dans un autre? Je pense, moi, qu'en fait, la théorie fossile s'est imposée parce que c'était là où c'était facile d'en trouver, hein, en couche peu profonde. Oui, c'est ça, c'est une question de facilité quelque part. Hein. Je dirais... Est-ce que c'est un plan délibéré? Je ne pense pas, mais c'est probablement... oui, c'est parce que c'est là où c'était plus facile, quoi. Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que finalement, cette théorie est simplement une hypothèse qui n'a jamais été démontrée? Dire que ces gens ont raisonné par analogie au lieu de raisonner de manière absolument scientifique? Ouais, c'est une question très intéressante parce que, en fait, aujourd'hui, on constate que certains puits qui étaient considérés comme épuisés, je donne des exemples dans mon livre, hein, finalement, il y a un mécanisme de re-remplissage, donc fatalement par le bas, hein, donc des couches plus profondes que les forages auxquels on fore actuellement. Et donc ça, c'est un phénomène qui est un peu non prévu par la théorie fossile. Donc ces phénomènes de remplissage, ça, c'est mal connu et c'est mal compris. Et il y a même des forages dans des zones granitiques, donc non sédimentaires, où on trouve là aussi du pétrole. Alors on trouve toujours des explications alambiquées. On vous dit, oui, on trouve en forant dans de la roche granitique, on trouve quand même du pétrole, mais finalement, c'est parce qu'il s'est déplacé latéralement d'une roche sédimentaire. C'est toujours des explications un peu alambiquées. Vous savez, la géologie, c'est une science composite. Quelque part, c'est un peu comme la science du climat. Ça mélange un petit peu de tout. C'est plus des scénarios qui sont dessinés que des hypothèses. Je prends toujours l'exemple de la loi de la gravitation, de la loi de l'électrostatique. C'est des phénomènes simples, il n'y a pas de doute là-dessus, je veux dire, dans leur domaine de validité. Par contre, quand il s'agit de mécanismes aussi complexes que le climat ou la géologie et tout ça, et donc c'est un mélange de grandes sciences, donc on dessine des scénarios d'évolution possibles, tout ça, mais ça reste des scénarios, ou alors, on pourrait même dire des narratifs, pour utiliser un terme à la mode. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Ah si, totalement. Okay. Un autre point qui nous amène plutôt au côté exploitation économique du pétrole, c'est la distinction entre l'extraction conventionnelle et l'extraction non conventionnelle. Vous pouvez revenir sur cet aspect? Oui, c'est aussi une question très intéressante. En fait,
Ce qui est non conventionnel à une époque peut devenir conventionnel plus tard. C'est une notion glissante dans le temps. Je prends l'exemple des exploitations offshore étaient considérées comme non conventionnelles dans les années 70. Elles sont aujourd'hui considérées comme totalement conventionnelles. Les premiers gisements offshore, ils étaient en quelques centaines de mètres de profondeur. Maintenant, il y a des gisements en zone hauturière, ça se dit, oui, hauturière, hauturière, hein, zone hauturière, à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Donc ça donne ce qui est non conventionnel à un temps donné peut devenir conventionnel 10 ans plus tard. L'exemple typique, c'est aujourd'hui on nous parle des sables bitumineux ou vous savez, au Canada, et donc on nous dit que c'est une réserve non conventionnelle, mais si la technique se développe rapidement et que dans 10 ans ça devient standard, ça devient du conventionnel. C'est vraiment une question de terminologie en fait. Et donc, on retrouve toujours régulièrement des origines non conventionnelles pour prendre le relais des... Il y a même des non conventionnels, des super non conventionnels, même si on peut. Alors, ça nous amène au point qui hystérise régulièrement le débat public autour du pétrole, c'est la question du pic pétrolier, qui est vieux comme pratiquement... un septuagénaire et qui dessine un horizon qui se repousse devant nous. Vous pouvez faire un peu la généalogie de cette angoisse cyclique qu'on nous resserre régulièrement? La notion de pic pétrolier, elle a été développée par un Américain qui s'appelait Hubert en 1956, qui travaillait pour la société Shell, si je me rappelle bien, oui c'est ça. Et qui avait prévu un pic pétrolier pour les États-Unis, par exemple, aux alentours des années 90, voire 80. Enfin, il y a le chiffre exact. Enfin bon, la prévision s'est avérée finalement fausse. Et c'est une question qui, effectivement, est assez troublante parce que, en fait, moi, quand j'ai écrit ce livre-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché les déclarations passées des années 70, 80, 90, 2000. Vous avez alors, on peut faire le listing, hein, mais le but, c'est pas de faire le listing. C'est qu'en fait, on constate qu'il y a des gens qui vous disent dans les années 80 qu'il y aura plus de pétrole. On en a pour 35 ans. Donc, c'est-à-dire en 1980, en 35 ans, on arrive à l'horizon 2015. On constate que là, il y en a toujours. Et c'est une question qui revient effectivement, qui est une espèce de serpent de mer. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé sur un rapport de l'Energy Institute, qui est en fait un département de recherche de la British Petroleum, qui fait vraiment office de référence dans le domaine. Et j'ai pris leurs data, leurs données, qui sont disponibles en ligne. Hein. J'ai téléchargé le rapport, j'ai fait mon fichier Excel. Les courbes là, les courbes qui sont dans mon livre sont issues de ce rapport. Et je donnais juste 2 chiffres. Alors, il y a la notion de réserve et de production. Donc, il y a un nombre qui s'appelle le ratio R sur P. Réserve prouvée, probable ou possible, mais pour l'instant, les réserves prouvées. Donc, réserve prouvée sur production annuelle. En 1980, j'ai le chiffre sous les yeux là, le rapport ratio production était de 33 années. Donc, ça donnait un épuisement du pétrole en 2013. Et en 2022, parce que j'ai pas les chiffres de 2024, parce que la base n'a pas été actualisée, ça me prend un peu de temps. En 2022, vous m'excuserez, c'est pas 2024, mais ça change pas grand-chose. Le ratio réserve sur production est de 53 années. Donc en 2024, on arrive donc à 2022, plus 53, ça fait 2077. Donc en 80, le pic pétrolier c'était 2015, et en 2022, c'était donc 2077. Et en fait, ça vient du fait qu'il y a plusieurs pics pétroliers, en fait. Il y a un pic pétrolier pour les réserves conventionnelles, les réserves offshore, les réserves non conventionnelles. Il y a maintenant, on découvre des réserves qui sont encore plus non conventionnelles que les non conventionnelles. Donc en fait, on a une série de pics comme ça, qui s'étalent dans le temps. Et quand on trace une courbe où il y a plusieurs pics, finalement, ça fait un plateau. Enfin, j'ai pas le temps de l'expliquer ici, là, mais il y a une courbe de production qui a une courbe en S, et puis vous mettez plusieurs S les uns à côté des autres, et si vous les additionnez, ça vous fait une courbe en plateau. Ça lisse. Ça lisse exactement les différents pics. Donc, en fait, d'ailleurs, il y a un petit chapitre là qui parle de ça. Y a-t-il un pic pétrolier ou des pics pétroliers avec un S? Donc en fait, ça dépend effectivement de plein de choses. Bon, toujours est-il qu'en 2022, on arrive à l'horizon 2077 au rythme de production actuel, qui normalement ne devrait plus beaucoup bouger d'ailleurs. Il y a d'autres sources d'énergie disponibles, mais globalement, on arrive donc à 2077, j'ai les chiffres sous les yeux là.
Alors ça amène à la question de l'intérêt politique ou économique de cette mise en avant de pics qui, en fait, dans la réalité, sont lissés. Vous avez raison, c'est une question politique. D'ailleurs, dans mon livre, il y a une page 132, il y a un petit encart qui s'appelle « Une question politique ». Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 rapports, un établi par l'Agence internationale de l'énergie, AIE, qui est une branche de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui regroupe essentiellement des pays occidentaux. Donc dans le livre, il y a une carte où vous avez les pays adhérents de l'Agence internationale de l'énergie. Et eux, ce qu'ils disent, le rapport en 2023, par le rapport de l'AIE, ils disent que finalement, j'ai le chiffre sous les yeux aussi, le pic de production pour l'Agence internationale de l'énergie, donc en gros Union européenne, États-Unis et les pays affiliés, le pic de production pour l'AIE, donc les Occidentaux, on va dire, c'est 2030. Et j'ai pris un autre rapport, lui, issu de l'OPEP+. Bon, c'est l'OPEP plus d'autres pays, dont les autres pays de l'OPEP. Donc dans l'OPEP+, il y a les pays de l'OPEP, tous les pays arabes, et plus le Venezuela, le Koweït, Iran, Irak, machin, les pays africains. Et puis dans l'OPEP+, vous avez l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Mexique et la Russie. Encore un gros morceau. Donc ça fait en gros tous les producteurs de pétrole du monde. Bon, il y a l'OPEP et l'OPEP+, c'est des questions diplomatiques, on ne va pas rentrer dans le détail. Et pour l'OPEP+, contrairement, pour la même date qu'en 2030, eux, ils prévoient une consommation de 116 millions de barils par jour jusqu'à l'horizon 2045, sachant qu'on produit environ 100 millions de barils par jour actuellement. Donc, dans un cas, pour les pays de l'OCDE, en gros l'Ouest, on va dire, c'est le pic pétrolier, c'est 2030. Déjà, ils avaient dit que c'était pas 2030, mais maintenant, c'est 2030. Mais eux, pour l'OPEP+, les gros producteurs de pétrole, eux, de toute façon, on produira la même quantité qu'aujourd'hui jusqu'en 2045, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, on voit bien que là, on a 2 rapports, donc 2 visions, 2 rapports de 2 organisations un peu antagonistes qui disent des choses totalement différentes. Alors, suivant qu'on est dans l'agenda de l'autre, de l'un ou de l'autre, on obtient des conclusions contradictoires. Évidemment, c'est une question politique. D'ailleurs, il y a énormément d'arrière-pensée stratégique dans cette question pétrolière. Je vais vous citer, parce que vous dites quelque chose, vous mettez l'accent dans votre introduction sur un paradoxe qui est vraiment intéressant. Il y a un élément particulièrement troublant dans la façon dont s'articulent ces 2 dogmes. D'un côté, il faut renoncer à l'utilisation des énergies dites fossiles au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et au nom de la décarbonation de l'économie. Mais d'un autre côté, on nous dit que ces ressources fossiles sont en voie d'épuisement rapide. La question qui se pose donc est la suivante. Pourquoi renoncer à une ressource qui, de toute façon, est en voie d'épuisement ? J'avoue que je ne sais pas. Non, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est les paradoxes de l'agenda de... En fait, oui. Je pense que de temps en temps, c'est comme un dit. C'est Soral qui faisait cette remarque. Non, je ne sais plus si c'était lui. Qui disait, en fait, parfois, on vous sort le chapeau réchauffement climatique, mais 2 ans plus tard, on va sortir le chapeau pic pétrolier. En fonction de ce qui se passe, on tape sur un tambour ou sur un autre tambour. Donc... en gros, ils ont les 2 options, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez troublant. S'il y en a plus, de toute façon, allons jusqu'au bout. Alors, d'après vous, on va faire un petit peu d'hypothèse de notre côté aussi et de prospective. Qu'est-ce qui pourrait mettre sur le devant de la scène et faire vaincre, disons sur le champ scientifique, dans le discours public, la théorie de l'origine abiotique du pétrole et ensuite, quelles pourraient en être les conséquences pratiques, économiques, politiques, etc. Moi, en écrivant ce livre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est la techno qui conditionne beaucoup de choses. En fait, les gisements offshore, au tout début de l'exploitation pétrolière, c'était totalement impensable. Et finalement, la chose s'est imposée, même dans des mers démontées de la mer du Nord. On a des plateformes, il y a différents types de plateformes, et donc la techno se développe. La technique des forages en eau profonde ou en terre profonde se développe, et petit à petit, rien n'exclut qu'on découvre de nouvelles technologies qui permettent d'explorer plus profond, et donc finalement, peut-être qu'on constatera qu'effectivement, on a du pétrole là dans des zones où c'était pas prévu par la théorie fossile, petit à petit, et on le constatera. Ce sera la force des choses de toute façon. Si le pétrole, parce que la théorie fossile et la théorie abiotique, ça n'exclut pas. Si le pétrole fossile est admis à disparaître,
Il faut déjà admettons, même prenons le scénario noir de la fin du pétrole. C'est pas que le problème du pétrole d'ailleurs, parce que ce scénario-là, c'est la fin de la civilisation moderne. J'ai vu un reportage l'autre jour sur les Amish, c'est très bien, mais ça veut dire plus de cosmétiques, plus d'agriculture, plus de pharmacie, plus d'agriculture à grande échelle, plus d'industrie pharmaceutique, parce que le pétrole, c'est pas que du combustible pour les voitures, c'est aussi une ressource de prime importance pour toute l'industrie, quelle qu'elle soit. Et donc, par la force des choses, si on commence à gratter vraiment dans le fond des restes fossiles, eh ben, on sera bien obligé de développer des technologies pour capter le pétrole non fossile. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites en Suède sur une zone granitique où on n'espérait pas du tout obtenir de pétrole. Alors, il y a eu très peu de pétrole extrait parce que c'était des forages très difficiles à haute profondeur, mais du pétrole a bien été récupéré, même dans des zones granitiques où là, c'était supposé impossible. Donc, c'est vraiment une question de technique. C'est vraiment une question de technique. Et il y a aussi ce phénomène, on en a parlé tout à l'heure du phénomène de re-remplissage. Donc peut-être qu'on va commencer à comprendre qu'au moment, c'est étonnant, ce puits fossile se remplit par le bas, et d'où vient ce fameux pétrole finalement? Parce que ça a été observé aussi, j'en parle dans mon livre. Donc on voit que l'énergie, le pétrole d'origine fossile et le pétrole d'origine abiotique, effectivement, peuvent coexister. On voit aussi que dans le monde, finalement, on l'a constaté sur le sujet des gaz de schiste, il y a des attitudes très très différentes vis-à-vis de ce type d'énergie et la technique qu'il faut développer pour l'exploiter entre la France, les États-Unis. Bon. Alors, ça amène à poser la question aussi de la Russie. Si c'est quand même le pays qui a vu où la théorie abiotique a vu le jour, est-ce qu'il y aura une conséquence géopolitique spécifique du côté de la Russie du fait que l'origine abiotique du pétrole serait reconnue? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une théorie qui a cours en Russie, qui est admise ou qui est discutée, mais à l'égal de l'autre? Elle est discutée. Ouais. Elle est discutée toujours actuellement. Ouais. À la différence de ce qu'on voit. Alors en France, on ne parle pas, parce que de toute façon, en France, on interdit même l'exploration pétrolière. Donc c'est même plus une question de fin du pétrole, il est interdit réglementairement d'en extraire, de toute façon. Donc on risque pas d'en trouver. Donc dans l'échelle finalement scientifique, la Russie, les États-Unis, bien avant effectivement l'Europe de l'Ouest, qui dans l'échelle, disons, de la prise au sérieux des connaissances, on est bien moins avancé que les Américains ou les Russes sur ce point-là. Oui, j'en suis persuadé, oui. Est-ce que pour conclure, vous pouvez nous dire une raison essentielle pour nos auditeurs, pour les convaincre de l'importance de lire ce livre et de s'informer sur les sujets qui y sont développés? Alors, je dirais, bon, déjà, c'est une question scientifique intéressante. Je dirais qu'en fait, d'ailleurs, c'était un peu ma conclusion, c'est qu'il faut souvent se méfier comme ça des narratifs imposés qu'on apprend très jeune. Hein, parce que moi, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai posé la question à plein de gens. Oui, mais pourquoi tu t'embêtes avec tout ça? Tout le monde le sait. Donc en fait, on constate que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir comment une hypothèse qui est considérée comme absurde par la plupart des gens, finalement, elle peut se révéler bien plus enrichissante qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, je conclue mon livre en disant qu'il ne faut jamais oublier que l'histoire des sciences est une histoire en marche, il n'y a rien de figé. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire de pétrole, c'est quand même une menace qui est en permanence portée sur les sociétés occidentales. On nous parle quasiment tous les ans, il suffit d'ouvrir un journal, que c'est bientôt la fin, qu'il n'y en aura plus. Et ça, c'est quelque part, c'est au-delà de la question fossile ou abiotique, c'est de voir qu'en fait, déjà, il y en a plus que prévu, que l'horizon n'est pas si proche que ça, mais même avec les réserves prouvées actuelles, c'est 2077, donc il n'y a pas d'urgence. Donc moi, je pense que l'intérêt de ce livre, c'est aussi de démontrer que c'est, au-delà de la question scientifique, c'est une question très politique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'en fait, du pouvoir, c'est qu'il faut faire peur aux individus en permanence. Donc moi, ce que je conclus dans mon livre, c'est que non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est un faux prétexte pour,
vous manipuler et vous maintenir dans la peur. La peur, on sait que c'est l'instrument du pouvoir. Et donc ça, c'est une bonne raison de voir qu'au-delà de ce livre, c'est toute une prise de conscience à avoir par rapport au discours officiel, je dirais. Merci Jérôme Alzan. C'est moi qui vous remercie. Comprendre le pétrole de Jérôme Alzan, sous-titré Énergie fossile, énergie abiotique, 140 pages, est disponible aux éditions Contre-Culture. Chers auditeurs, pour les abonnés du financement associatif, rendez-vous dans les bonus de cette émission pour poursuivre avec Jérôme Alzan l'exploration du pétrole, énergie fossile, énergie abiotique. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. la vengeance et la haine? Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?